Bonjour à tous, dans cette séance 11 en C++, il est temps pour nous d'aborder la gestion des erreurs dans nos programmes. On va voir en fait différentes manières de le faire parce que les erreurs peuvent être de types différents et c'est bien de voir un peu comment on gère les erreurs du développeur d'une part et ensuite les erreurs de l'utilisateur, donc celui qui va utiliser votre programme final derrière. Alors, pour mettre en place un petit peu tout cela, nous avons quelques outils. Il n'y a pas grand chose à savoir en fait en termes d'outils de syntaxe, tout ça, on va pas avoir grand chose. C'est plus, on va dire, des concepts théoriques qui sont à comprendre et de savoir quand utiliser l'un et quand utiliser l'autre. Donc au niveau écriture, on ne verra pas grand chose, sauf peut-être dans la seconde partie. Pour les erreurs au niveau du développeur, donc vous êtes en train en fait d'écrire votre programme, votre code, même peut-être à le faire après, bon, il peut être essayé, utilisé ou même développé par d'autres personnes, et on veut éviter certaines erreurs dans notre code, d'accord, de manière générale. Alors si on se base sur ce qu'on faisait en langage C on se basait beaucoup sur le retour des fonctions, d'accord. On renvoyait en fait une valeur, un résultat aux fonctions, et en fonction de ce résultat que l'on testait, on savait si la fonction avait bien rempli son rôle ou s'il y avait eu un problème entre temps. Mais cela sous-entendait aussi demander pas mal de rigueur aux développeurs, parce que c'est aux développeurs de vérifier le retour de ces fonctions. Et ayant vu moi un petit peu justement les retours de pas mal de gens, on constate très vite que c'est quelque chose qui est souvent oublié malheureusement. Voilà, on le voit dans beaucoup de cas où les fonctions sont appelées directement et on ne vérifie pas les retours. En C++, on va procéder différemment. Donc déjà, on va s'intéresser à la partie développeur en eux-mêmes, donc les erreurs du développeur au niveau de notre code. D'accord ? Pour cela, nous allons utiliser les assertions. Une assertion, en fait, ça va permettre d'effectuer un test, d'accord, sur une expression en particulier. Si cette expression est validée, il n'y a pas de problème, c'est bon. Par contre, si ce n'est pas le cas, le programme sera arrêté, on aura une erreur d'assertion, où on dira que l'assertion a échoué, et dans ce cas-là, le code ne pourra pas continuer à être exécuté. Donc ce ne sont pas pour les erreurs de l'utilisateur derrière, d'accord, c'est vraiment les erreurs du développeur. Alors un exemple tout bête, pour prendre un exemple simple, on est en train de développer un jeu vidéo, d'accord. Le problème c'est qu'on n'a pas, au niveau des fonctions, on n'a pas vu grand, on a vu déjà ce qu'il fallait, mais c'est plutôt la partie objet, on n'a pas encore vu, donc on va pas aborder ça maintenant. Donc par exemple, je veux créer un personnage, c'est un exemple, hein, bien sûr, très sommaire, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu le principe. Voilà. Donc on fait une fonction de création de personnage. On veut lui passer, bien sûr, le nom. Et ensuite, on veut son niveau. D'accord ? Après, ici, par la suite, on va mettre un petit message simplement. Et level. Ok. Donc ça créera un personnage, etc. Pas de problème. Je veux faire l'appel à createPlayer. On va appeler, allez, on va recréer notre petit Robert. J'ai déjà utilisé cet exemple dans d'autres vidéos, il me semble. Enfin, le nom Robert en tout cas. Voilà, niveau 25, d'accord, un personnage, pas de problème. Et on va tester ce code déjà. Ça, on verra un peu pour la suite. Voilà. J'ai oublié encore qu'est-ce que j'ai fait. J'ai oublié un point virgule. Ah oui, non. J'avais juste oublié des chevrons. Ok. On teste et on a bien la création de notre personnage. Enfin, en tout cas, la fonction qui nous montre ça, ça crée rien du tout, mais c'est pour l'exemple. Et on voit bien ce qui se passe. Admettons que nous voulions créer donc des personnages cohérents dans notre jeu. On ne veut pas créer de personnages qui soient de niveau en dessous de 1. D'accord ? Un personnage qui est à un niveau 0 n'aurait pas de sens dans notre jeu, et un niveau négatif, encore moins. Mais le développeur en question peut faire des étourderies, des erreurs, hein, ça arrive à tout le monde, et sans faire exprès, par exemple ici, d'avoir tapé un peu vite sur son clavier et de mettre que Robert sera de niveau moins 25. Si je laisse tel quel, je ne contrôle absolument rien en amont, et évidemment, ça ne va pas poser de problème. On va créer un Robert au niveau moins 25, pardon. Donc là, c'est un petit peu dommage, il part déjà avec un malus, hein, un affaiblissement au début du jeu, donc c'est pas forcément cool pour lui. Pour éviter cela, au niveau du développement, on va pouvoir utiliser les assertions. Alors il n'y a pas de fonctionnalité propre à C++ directement, ils se sont juste contentés d'hériter ça du C. Donc on va utiliser un fichier d'entête issu du C, qui est justement précédé de la lettre C, comme vous allez souvent le remarquer. Donc comme ceci, et ensuite on met assert. Donc c'est l'équivalent de assert.h qu'on a en langage C, d'accord ? Sauf qu'en C++ on ne met pas les extensions, et vous avez le C devant, pour dire qu'en fait on utilise bien en C++. Voilà.
Et à partir de là, nous avons accès à une macro, d'accord, tout simplement, qui est assert, comme ceci. Et vous testerez une expression, qui est donc l'expression qui doit être valide, et éventuellement un petit message, voilà, pour indiquer le message si l'assertion en fait a échoué. On pourra comme ça la tester. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir au niveau de l'assertion à l'usage. C'est cette petite macro là qui va nous servir. Donc voilà comment ça fonctionne. Moi ici, créer des personnages, ça ne me pose pas de problème, mais je veux forcément que le niveau soit supérieur strictement à 0. Donc je vais placer une assertion ici pour les développeurs, pour dire on teste. On fait une assertion là, pour que level soit strictement supérieur à 0. D'accord? Alors ça, souvent les gens des fois ont du mal avec l'assertion parce qu'on fonctionne un petit peu à l'envers d'une simple condition. Ça au niveau de l'erreur, etc. Donc tout ce que ça veut dire, ça en fait, c'est si la condition est vraie, c'est bon. D'accord? C'est validé, donc en fait tout va bien. Le test est validé, on passe à la suite. En revanche, si la condition n'est pas validée, le programme est interrompu, donc est arrêté, et bien sûr l'erreur est affichée, l'assertion a échoué. Donc moi je vais mettre ça, et ensuite on peut indiquer un message au développeur, voilà, ou en tout cas le niveau d'un joueur est au minimum de 1. Comme ça c'est plus pratique. Et voilà. Donc refaisons notre exemple de tout à l'heure, 25, d'accord? On va recompiler bien évidemment. Pas de problème. Et là, je me mets à faire un joueur niveau -3. J'ai fait une étourderie. Peut-être que le développeur qui avait un peu trop picolé la veille. Et voilà ce que nous avons. L'assertion a échoué. On a même un petit message ici qui nous affiche le système, en l'occurrence. Alors, ça sera peut-être pas le cas selon les systèmes d'exploitation que vous utilisez. Mais ça a bien indiqué en tout cas assertion failed. Et là, vous avez donc l'assertion en question qui a échoué et le message, d'accord, qui est indiqué pour voir en fait eh bien, ce qui ne va pas avec bien sûr le fichier, la ligne, vraiment voilà, le travail est bâclé, enfin le travail est pré-mâché, pardon, pas bâclé au contraire, et comme ça on évite ce genre de problème. Donc ça c'est vraiment les erreurs en amont, d'accord? C'est-à-dire quand on a comme ça un code en dur, quelque chose qui ne va pas en fait dépendre de l'exécution du programme final, mais vraiment du code ici au niveau de la compilation, bah, pour éviter qu'il y ait des erreurs comme ça, c'est-à-dire que là on voulait créer un personnage avec des valeurs marquées de manière brute dans le code, et bien ça c'est une erreur qu'on va du coup éviter grâce à l'assertion. Comme ça le développeur va voir qu'il s'est trompé, va dire mince, en fait je voulais dire 3, et là en recompilant, l'assertion ne va plus échouer, et donc on saura que notre code est bon à ce niveau-là. Donc au niveau des erreurs développeurs, on les aura corrigées, on les aura en tout cas évitées. Donc ça c'est un bon point à prendre en compte pour la suite. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Petit point bonus quand même, les assertions, vous avez vu, elles servent à l'étape de développement. Par exemple, quand on fait du débogage, etc., notamment d'ailleurs si vous utilisez, pour avoir tous les symboles de débogage, le petit argument -g, petit g, ça sert pas mal pour le débogage, donc n'hésitez pas, pour utiliser un débogueur derrière, de le faire. Et bien sûr, quand on produit ensuite le programme final, donc le programme, on va dire en release, celui qui sera en production, et pas la version en développement, on va plus fournir les symboles de débogage, et on peut tester les assertions, parce que ça on l'a fait lors du développement. On a vérifié pendant le développement que toutes les assertions étaient valides, il n'y avait aucune qui échouait. Une fois qu'on s'est assuré que le code est bon, on n'a pas retouché au code derrière, on n'a plus besoin en fait de refaire toutes ces vérifications, on ne veut plus laisser en fait les assertions pour la compilation finale, donc on peut les ignorer, et pour cela vous ajoutez tout simplement un dndebug, comme argument, ici à la commande de votre compilation. On pourrait passer par une macro préprocesseur, mais je trouve que c'est mieux de passer par la commande ici, directement à la compilation. En plus après, si vous utilisez un outil comme CMake, Xmake, voire même vous écrivez votre propre fichier Makefile, vous pouvez ajouter cet argument là dans vos commandes, votre chaîne de compilation, et ça marche très bien aussi. Et là en faisant ça, et bien évidemment je n'ai plus en fait d'assertions qui seront faites. Les assertions seront ignorées. Donc attention, parce que si j'ai ignoré les assertions, mais qu'entre temps j'ai remodifié mon code et j'ai réinstauré une erreur, enfin j'ai réintroduit une erreur, elle ne sera plus vérifiée à nouveau. Donc là on se retrouve à nouveau avec Robert au niveau -3, niveau négatif, pas cool pour lui. Donc attention, c'est vraiment en fait la phase de développement, on utilise les assertions pour les erreurs de développeur, et une fois que le code est bon, on sait que voilà, on est prêt à produire en fait le code final, qu'on a corrigé les erreurs des développeurs, on ignore les assertions avec le petit argument que je vous ai indiqué, parce qu'on s'est assuré qu'il n'y a plus d'erreurs de ce côté-là. Donc ça, c'est la première étape en tout cas de la gestion des erreurs ici à faire en C++. Alors ça ne suffit pas. On a vu que pour les développeurs, très bien, on a fait ça. Ensuite, on a un utilisateur. Donc n'utilisez pas bien sûr les assertions pour les erreurs de l'utilisateur. Par exemple, une saisie au clavier, etc. Ce n'est pas fait pour ça. C'est vraiment propre aux erreurs du développeur. Donc le développeur est un utilisateur, évidemment, mais c'est voilà, la phase de développement. C'est l'utilisateur dans la phase de développement. L'utilisateur final, dans la phase de production ou d'exécution, celui qui va utiliser véritablement le programme à la fin, lui peut aussi faire des erreurs.
d'accord, une erreur de saisie, une erreur par exemple, on veut s'identifier sur un site et en fait on n'a pas les bons identifiants, une erreur parce que par exemple on a un service d'impression et il n'y a plus d'encre en fait dans l'imprimante ou plus de papier, voilà, il peut y avoir des erreurs à l'exécution à prendre en compte et pour ça nous allons utiliser le principe, donc la notion d'exception, d'accord, nous n'allons pas utiliser les assertions mais les exceptions. Et C++ propose tout ce qu'il faut à ce niveau-là. On n'aurait pas ça dans un langage comme le C notamment, mais en C++, comme en Java, en C#, en Python, etc., nous avons tout ce qu'il faut pour gérer ces types d'erreurs-là à l'exécution. Donc une exception, on va avoir en fait tout ce qu'il faut. Alors au niveau de la documentation, je peux vous montrer rapidement. Voilà, nous avons donc std exception, d'accord, donc de la bibliothèque standard. Et ensuite nous avons plusieurs éléments, donc des sous-types si vous voulez d'exception en fonction des cas. Donc l'exception, voilà, l'enregistrement, exception sur une longueur, exception parce qu'on a débordé d'un conteneur d'une collection, on n'a pas un bon argument, etc. Des valeurs, voilà, mauvaise conversion. On a plein de types d'exceptions, on pourrait d'ailleurs par la suite créer nos propres types, puisque vous verrez quand on fera de la programmation objet, qu'on peut après se servir des classes, etc. pour faire de l'héritage, et on peut bien sûr faire de l'héritage sur des éléments qui sont propres à la bibliothèque standard aussi. Si jamais vous programmez dans d'autres langages, déjà vous faites de l'objet en d'autres langages, vous le savez, et si c'est encore quelque chose de nouveau pour vous, et bien vous le découvrirez par la suite dans ce cours. Donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est celui-ci. Le type le plus général, on ne va pas forcément se focaliser sur les types plus spécifiques, d'accord, c'est pas utile en tout cas à ce stade. Donc déjà au moins, ici vous englobez en fait la totalité des exceptions qui peuvent survenir, et donc la totalité des erreurs possibles. Donc une exception, comment que ça se passe? Si vous avez un code, en tout cas qui peut éventuellement lever une de ces exceptions, d'accord, eh bien ça se produira. Alors je ne sais pas d'ailleurs si on a, parce que bon, je ne voudrais pas faire un exemple forcément trop long, le invalid argument éventuellement il pourrait être intéressant. Après bon, ça qu'il y a pas mal de... Il faudrait qu'on prenne une erreur bizarre, ouais. Enfin qu'on fasse un code assez bizarre. En gros ce qui va se passer, donc ça bon, l'assertion on va l'enlever maintenant, hop. On va revenir maintenant à l'exécution. C'est que vous allez avoir votre code, et dans certains usages de code, des méthodes que vous allez utiliser, des objets, etc., certains peuvent lever, d'accord, certains traitements peuvent lever un certain type d'exception, par rapport, je vous dis, à ceux que je vous ai indiqués, je vous ai montré ici dans la documentation. Si une exception se produit, si vous laissez tel quel, comme pour une assertion, votre programme va se couper, vous allez avoir un message d'erreur et l'utilisateur va être très embêté. Voilà. Un utilisateur qui tombe sur un programme qui plante et affiche en fait une erreur d'exception, bon déjà, lui en tant qu'utilisateur, honnêtement il s'en fiche, hein, il n'est pas forcément développeur, programmeur, et même s'il était, c'est pas son travail de corriger le programme d'un autre. Et en plus de ça, c'est pas génial pour un utilisateur, parce que lui il veut pas un message d'erreur un peu bizarre, il aimerait que le programme plante pas, et s'il doit planter, qu'au moins l'erreur soit traitée, qu'on lui explique pourquoi ça a planté, pourquoi ça, voilà, que ça s'est interrompu et qu'il y a eu justement une erreur. Donc pour ça, il faut capturer une exception qui a pu éventuellement se déclencher. Et pour capturer une exception, on va mettre ça dans un type de bloc, le fameux bloc try catch, et on va capturer ça là-dedans. Donc si une exception survient, alors en tout cas si on a un code dont on sait qu'il peut y avoir une exception, j'aurais pas forcément un exemple comme ça sous la main, on pourrait faire une division par 0, hein, par exemple, éventuellement. Quoique je suis pas sûr même qu'il a... Oh si, normalement il devrait prendre en compte. Si. Je pense qu'il devrait... Hop, on va mettre ça comme ça. Après je sais pas s'il fera grand chose. Line. Alors on va virer le debug qui va pas nous servir cette fois-ci. Voilà. Parce que nous avons division by 0, mais c'est pas une exception qu'on a ici, c'est une erreur. Donc ça va pas m'aller. Donc j'aurais pas forcément, parce qu'en fait on n'a pas encore vu grand chose en C++. Donc faire déclencher une exception, c'est pas forcément le plus évident. On peut faire une mauvaise conversion, mais c'est pas évident. Alors, au pire je reviendrai sur cet exemple là, sur les tableaux aussi, mais je reviendrai sur un exemple. Prenez simplement en compte le fait que vous ayez dans votre code un élément qui puisse déclencher une exception. On viendra de toute façon dessus et on va en déclencher de toute façon nous-mêmes manuellement juste après, je vais vous montrer ça. La partie qui peut éventuellement être sensible, d'accord, le code sensible en fait qui pourrait déclencher une exception, vous allez le traiter dans le bloc try, d'accord. Donc ça c'est le code qui pourrait déclencher une exception. Parce que vous avez consulté la documentation et que ça vous dit voilà que ceci pourrait déclencher telle exception s'il se passe ceci ou cela. Donc on fait le code qui peut déclencher une exception ici. Et on capture l'exception qui a pu se produire dans un bloc catch. Donc ça, on va mettre std,
le type de l'exception qui a pu se déclencher, si jamais vous le connaissez, sinon le type encore une fois le plus global c'est exception, et on passe ça par référence, on va le mettre dans voilà, petite variable error. Ensuite, on n'a plus qu'à afficher le message en question, donc bon, le plus simple c'est de partir sur ça et d'utiliser la méthode what, et comme ça vous affichez l'erreur de l'exception, d'accord. Donc on peut rester sur quelque chose de très simple ici. On peut également les cumuler. Si par exemple dans le try vous pourriez avoir plusieurs types d'exceptions déclenchées, ça c'est le type le plus global, ça capture tous les types d'exceptions. Mais peut-être que vous voulez précisément choper en fait une invalid argument exception. Dans ce cas-là, il faudra mettre les types spécifiques d'abord, et vous pouvez les cumuler. Donc, je peux faire ceci. Alors c'est valide, parce que entre chaque langage, des fois les noms, enfin c'est pas des fois, c'est les noms changent, donc on ne sait plus après. Et comme ça, voilà. Ici, vous pourrez même indiquer un autre message. C'est-à-dire que là, bon, on indique ça, pourquoi pas. Et ici, bah, finalement, à l'utilisateur, c'est une erreur générale, donc on ne sait pas forcément quoi précisément. Une erreur s'est produite, mais ce sera déjà plus propre qu'un message d'erreur bizarre avec des nombres de lignes, etc. Voilà. Alors que là, bah, si vous savez pourquoi, par rapport à la documentation de votre code sensible, ça a déclenché cette exception, vous pourrez précisément l'indiquer à l'utilisateur ici. Indiquer un message clair, en fait, pour lui, lisible. Voilà, qui indiquera pourquoi en fait il y a eu ça. Comme ça, lui, il ne verra plus le message de l'exception, qui n'est pas forcément des plus, on va dire, des plus pratiques, mais il verra véritablement autre chose. Alors c'est vrai que je pourrais faire une overflow error aussi. On pourrait en fait avoir... il y a plein de longueurs, bon là moins. Le problème, comme je dis, c'est qu'en objet, on n'a pas vu grand chose. Donc on verra surtout ça quand on abordera les classes, etc. On reviendra de toute façon dessus, on va l'utiliser beaucoup, ne vous en faites pas, on reviendra là-dessus par la suite. Et comprenez simplement voilà, que vous avez du code qui peut déclencher certains types d'exceptions, et vous devez donc les capturer ici. Donc c'est à vous, en tant que développeur, là pour le coup, quand vous utilisez notamment des bibliothèques tierces, du code voilà, d'une bibliothèque standard ou autre, de vérifier ce qui peut déclencher des exceptions de quel type, et ensuite le code qui est susceptible d'en déclencher, et de le sécuriser comme ça dans un bloc try-catch. Et toujours, si vous avez ensuite, vous voulez capturer toutes les exceptions donc de manière globale, d'avoir ce catch à la fin, toujours. Vous mettez tous les spécifiques dans l'ordre que vous voulez ici, et le std exception, qui est global, vous le mettez en dernier. Et comme ça, vous êtes sûr de tout capturer, il n'y a pas de problème. Donc moi justement, comme je n'avais pas un exemple particulier à vous montrer ici, on va lever une exception nous-mêmes, parce qu'on peut le faire aussi. On pourra par la suite même créer nos propres types d'exceptions, mais là on va juste déclencher l'exception ici, d'accord, celle qui est globale. Comme ça vous verrez un peu ce que ça donne. Ou d'ailleurs même je pourrais faire ça comme ça en fait. Laisser tel quel là, comme ça vous aurez les deux. Donc on va le faire manuellement, comme ça vous allez voir comment on déclencherait une exception. Alors pourquoi? À quoi ça peut servir de déclencher une exception manuellement? Pour votre propre code. Plus tard vous allez écrire vos propres classes, vous allez écrire vos propres jeux de données, etc. Et peut-être qu'en faisant certaines vérifications, certains tests, vous voulez dire s'il se passe telle chose, s'il se produit telle chose, ou si l'utilisateur a saisi telle information, ou au contraire n'a pas saisi telle information, je lève, donc on dit lever une exception, je déclenche une exception, et vous pourrez choisir ensuite le type d'exception que vous voulez, soit une fournie en standard sur C++, soit une que vous aurez créée vous par la suite comme type précis. Et pour cela on va utiliser le mot-clé throw, qui veut dire tout simplement lever. Donc là, je vais lever une exception invalid argument, d'accord, directement, et je vais passer entre parenthèses un petit message, pourquoi pas, ici. Donc je vais mettre pas le bon argument. Au moins là vous allez voir que on va avoir un visuel, un résultat de ça, parce que je voulais pas non plus faire la vidéo sans que vous voyez un petit résultat à la compilation, enfin surtout à l'exécution. On va faire ça, et là vous voyez, hop, plutôt que d'avoir un message bizarre, encore une fois si on n'avait rien à capturer, donc je rappelle ainsi, je peux le mettre comme ça, tout court, on va le faire sans capture, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, que c'est pas forcément le plus agréable on va dire. J'ai bien enregistré, oui. Donc là je fais que lever une exception. Donc vous voyez, voilà, c'est pas génial, on a même le système d'exploitation qui essaie de reprendre la main, comprend pas ce qui se passe, ça a planté. Voilà, c'est vraiment pas génial du tout, et ça, un utilisateur qui voit ça, bon, lui il dit voilà, mon programme a planté, c'est pas top. Déjà, le fait, encore une fois, de capturer, vous voyez déjà qu'on n'a plus l'impression d'avoir un même plantage. Bon, évidemment, ça interromprait le programme, donc ça planterait quand même, mais on a quand même un message, donc on peut avoir l'information de savoir ce qui s'est passé, pourquoi en fait ça n'a pas marché. Donc c'est bien quand même d'avoir ceci. Et si je levais, voilà, celle-ci, exception globale, donc pour vous voyez que oui, ça capture bien aussi. Alors par contre, mais sinon je peux juste, voilà,
Ah, il veut peut-être directement que je passe au type. Oh, bah, je peux lui passer un type en particulier s'il veut. Hop. J'en ai mis un message quand même, mais bon. Le message n'est pas obligatoire. Hein. Voilà. Et là, bon, comme c'est le cas général, une erreur s'est produite, ça prend le message qui est ici, puisque je ne me suis pas servi en fait de ce qu'il y avait là. Après, si j'indique un message, bon bah ça prendra ça en compte. Et voilà, on peut comme ça déclencher ce qu'il y a. Alors, évidemment, c'est dans vente, c'est-à-dire que pareil, si je fais à nouveau ceci, arrivé, complétion des fois dans les éditeurs pas génial. Alors, hop, et là voilà ce que nous avons, d'accord. Donc ça gérera en fait en fonction de ce que nous avons. Donc là, bah, ça s'arrête, à encore une fois, ça interrompt. Donc c'est le premier qui a été rencontré, donc c'est évidemment celui qui a été capturé. C'est-à-dire que là, bon, on est dans un block try, il rencontre ça, ça lève une exception, et là, il y a ça qui capture le même type. Donc comme ça a levé cette exception et qu'il y a bien un bloc de capture pour ce type-là, et bon, on rentre dans ce bloc de code, et c'est bien ça qui est exécuté. Voilà. Donc attention bien sûr à l'ordre dans lequel vous faites ça en fonction. Après bon, on lève pas des exceptions comme ça pour faire joli. On lève une exception quand ça a du sens et parce qu'on avait besoin de déclencher une exception, parce qu'il s'est produit quelque chose que nous ne voulions pas lié à l'exécution du programme. En tout cas, vous aurez vu un petit peu voilà, comment on gère tout ça sur sécuriser du code sensible qui peut déclencher, d'accord, lever des exceptions, et par la suite comment manuellement vous levez une exception s'il y a besoin. Même si encore une fois on verra des cas où c'est voilà, des cas plus concrets pour faire ça. À ce stade forcément bon, on ne peut pas en faire grand chose, donc on a peut-être l'impression que ça ne sert pas beaucoup, mais vous comprendrez très vite à quel point ça sert pour ce que nous verrons plus tard en C++. Je vous dis à bientôt pour la suite de ce cours, j'espère que ça aura été suffisamment clair pour vous, et si ce n'est pas assez clair et qu'il vous manque quelques indications, bah, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt.